Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'ancien ministre de l'économie, Éric Lombard. Bonjour. Bonjour David Jacob. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu le premier sujet sur les bourses, effectivement, qui décrochent. Le pétrole qui est à 105 $. On a pris 60% sur le pétrole en 10 jours. Le gaz qui explose encore. On est à 65 € le mégawattheure. Vous me direz, c'est largement en dessous de la guerre en Ukraine. On était monté jusqu'à 300. Qu'est-ce qu'on dit à celles et ceux qui nous regardent, qui commencent à flipper, qui commencent à avoir peur de la situation ? D'abord, un mot de compassion pour toutes les personnes, tous les êtres humains, femmes et hommes qui, en Iran, mais aussi dans les Émirats arabes unis, en Israël, sont sous les bombes. Et puis, c'est vrai que pour nos concitoyens, pour lesquels il y a une période d'incertitude qui s'ouvre, alors, il y a des éléments rassurants, des éléments inquiétants. Les éléments rassurants, c'est qu'on a tendance à comparer à ce qui s'est passé au moment de l'invasion de l'Ukraine, en 2022, et la situation est très différente. Parce qu'à ce moment-là, on sortait du Covid. Il y avait des problèmes de production électrique, vous vous souvenez, les centrales nucléaires n'allaient pas bien. Puis il y avait des problèmes d'approvisionnement, parce que précisément, le gaz venait notamment de Russie. Aujourd'hui, on a une situation économique qui est solide. Nous avons EDF tourne à plein régime. Et puis, on n'a pas de problème, en tout cas dans les semaines et les quelques mois qui viennent, d'approvisionnement. D'abord, on sort de l'hiver, donc sur le gaz, on va consommer moins de gaz. Et puis nos approvisionnements de gaz ont été très diversifiés. Et sur le pétrole, on n'a pas non plus de problème d'approvisionnement. Donc ça, c'est important, ça permet à l'économie de continuer à fonctionner. En revanche, ce qui est très négatif, parce que ça n'est jamais arrivé, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz, où transitent 20% des hydrocarbures du monde. Pétrole et gaz. Et même si ce n'est pas des hydrocarbures qui arrivent chez nous en France, ils arrivent ailleurs. Et donc nous sommes touchés, ça a été dit dans le sujet précédent, par l'impact sur les prix. Et les prix, ça touche le monde entier. Et donc nous avons un risque qu'on appelle d'un mot barbare, qu'on n'a pas connu depuis longtemps, qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire que la croissance qui est prévue autour de 1%, ça sera si la situation dure... Mais dure combien de temps ? Alors, en semaine, en mois incertitude. Bah oui, c'est l'énorme incertitude. Et plus l'effet économique est fort, et c'était bien dit avant, plus Donald Trump aura envie, aura besoin, puisqu'il y a les midterms bientôt, d'alléger la pression pour laisser repartir de l'économie, parce que les Américains ne supportent pas effectivement que l'économie soit en berne. Et donc ça va être une corde de rappel importante. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, et si c'est quelques jours ou un tout petit nombre de semaines, ça peut être corrigé très vite, mais sinon, ça peut avoir des effets plus embêtants. En tout état de cause, l'impact sur les prix, on l'a déjà, parce que les marchés, évidemment, anticipent. Puis le détroit, il est bien fermé en ce moment. Les bateaux n'y passent plus. Et cet impact aura un impact, encore une fois, plus long est la fermeture du détroit, et plus l'impact sera important. Donc on est inquiet, on n'est pas inquiet. Parce qu'on voit les Français, beaucoup de Français qui commencent à faire des pleins, et en faisant le plein d'essence, c'est comme ça qu'on provoque la pénurie. Il n'y a pas de problème de ressources. Il y a de l'essence, il y a du gaz, il y a de l'électricité. Et puis, toute chose égale par ailleurs. L'inquiétude ne sert pas à grand-chose. On a bien vu ces dernières années, mais je dirais ces dernières décennies, nous sommes dans un monde de crise. Et ces crises, elles sont accentuées par le fait que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles sur la sécurité internationale, puisque c'est à nouveau une intervention qui n'a pas été validée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Je rappelle qu'on n'a plus de règles sur le commerce, avec les tarifs américains, avec le dumping chinois. Qui été annulé. Et qui vont être remplacés par la même chose. Et puis on n'a plus de règles sur les devises, parce que la devise chinoise et la devise américaine sont très sous-évaluées. Donc nous devons nous habituer à piloter notre pays, à nous organiser dans notre pays, avec des cycles, avec des crises, traiter ça avec sang-froid. Encore une fois, on part d'une situation solide, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, et donc chacune et chacun, les entreprises d'ailleurs sont extrêmement engagées, elles vont s'adapter. La difficulté principale va être pour nos concitoyens les moins fortunés, sur lesquels déjà l'impact du prix à la pompe, et tout à l'heure en venant, la voiture me disait le gazole est déjà à plus de 2 €, et ça pour les personnes c'est vraiment très préoccupant. On a le ministre de l'énergie du Qatar qui a averti qu'une guerre au Moyen-Orient pourrait faire chuter les économies du monde. On y va tout droit si le conflit s'installe dans la durée, c'est ça en fait. Si ça s'installe dans la durée... La durée c'est quoi ? C'est encore une fois, en mois. Oui. Mais encore une fois, nous avons les midterms. Cette guerre, elle a été déclenchée par le président des États-Unis, à partir d'une base politique d'ailleurs qui était réfractaire aux engagements extérieurs. Donc c'est un peu particulier. Et cette corde de rappel, elle va peser. D'autant qu'on ne voit pas bien la sortie de crise. C'est embêtant de bombarder l'Iran et on ne voit pas sur quoi ça débouche. Parce que vous avez vu que le guide suprême a été remplacé par son fils,
qui, semble-t-il, est un dur, le fils de Khamenei, qui a été élu hier. Et on ne voit pas les éléments en Iran, même si on ne sait pas bien ce qui s'y passe, qui peuvent être une cœur de rappel démocratique, parce que c'est une dictature extrêmement dure. Et les dirigeants ont été décimés, mais l'infrastructure du régime demeure. Et dès lors que tout le monde exclut une intervention terrestre, le régime il a plutôt tendance à durcir. Et même on commence à voir en Iran le fait que les Iraniens, qui sont tous bombardés et tous victimes de tout cela, sont en train de se dire, bon, c'est bien gentil tout ça, mais nous, on est en train de payer le prix de quelque chose qui n'aura pas d'impact positif politique pour nous. Le seuil de douleur pour Donald Trump, c'est quoi finalement ? C'est le pétrole, on a dit. Le seuil de douleur, c'est... Pourtant, les Américains sont largement excédentaires puisqu'ils produisent plus d'énergie. Quand Wall Street baissera fortement et que déjà l'inflation à cause des tarifs est repartie aux États-Unis. La croissance à cause des tarifs est plus faible qu'attendue, et dès lors qu'il y aura une perspective de récession, à ce moment-là, il y aura probablement des changements rapides de politique étrangère. La récession en France est trop tôt, pour employer ce mot, bien trop tôt. On est toujours sur 1% de croissance prévue pour cette année, un peu moins, avec une inflation. Ça, c'est très incertain. Et personne aujourd'hui, me semble-t-il, ne peut raisonnablement parier sur la durée de ce conflit, qui a 10 jours, donc c'est vraiment très, très court. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines. Franchement, aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Ministre comme de l'énergie du Qatar qui parle d'un baril à $150 d'ici 2 à 3 semaines. Mais ça peut même venir plus vite. On était à 120. Oui, ça montre que ça peut redescendre. Donc oui, ça peut redescendre. Ça c'est les marchés financiers. Il n'y a pas de limite à la hausse dans les marchés financiers. Oui, le $150, évidemment, on va l'atteindre si le détroit ne rouvre pas. Pour l'Europe, c'est un nouveau choc énergétique. On l'a vécu avec la guerre en Ukraine. Faut rappeler, le pétrole, c'est 60% de hausse depuis 10 jours. Le gaz, j'étais à 60% d'une semaine, plus les 20 ou 30, on doit être à 80. C'est un choc énergétique surtout pour l'Europe et aussi pour l'Asie, un peu moins pour les États-Unis. Oui, ça veut dire qu'on ne va pas assez vite dans la décarbonation de notre économie. Et il n'y a pas seulement pour le faire des impératifs écologiques, qui sont d'ailleurs essentiels, mais aussi des impératifs de souveraineté. Et donc, faire les 6 EPR, et ça avance bien pour EDF, et faire plus d'énergie renouvelable, c'est aussi un moyen, comme les États-Unis, de nous protéger contre ces mouvements internationaux. Mais les États-Unis le font avec du pétrole de schiste, ce qui écologiquement est un désastre. Nous, on le fait avec des énergies renouvelables. Et chaque jour qui passe, on est mieux protégé parce qu'on a une quote-part d'énergie renouvelable qui augmente. Donc il faut accélérer. Je reviens juste, je repense dans son rôle, le ministre actuel de l'économie, Roland Lescure, qui dit qu'il n'y a pas de risque d'approvisionnement en gaz, en pétrole dans les prochaines semaines. Mais encore une fois, si le détroit d'Ormuz reste bloqué pendant plusieurs semaines, donc on spécule, mais qu'est-ce qui se passe ? Les prix vont faire l'ajustement et vont se traduire par une baisse de la consommation. Nos ressources de gaz, et notamment de gaz naturel liquide, ont été extraordinairement diversifiées depuis la guerre d'Ukraine. Et donc nous ne sommes pas dépendants du Golfe Persique et notamment du gaz du Qatar. Et sur le pétrole, la France s'approvisionne ailleurs que dans le Golfe. Donc encore une fois, nous n'avons pas de difficultés dans les mois qui viennent sur les approvisionnements. Je dis dans les mois qui viennent parce qu'après, évidemment, les flux peuvent bouger. Mais aujourd'hui, nos approvisionnements sont garantis. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a évidemment raison de le dire et c'est juste. Le problème, c'est les prix. Mais l'impact sur les prix, il est massif. Ouais. Parce que ça, c'est tout de suite de la difficulté pour les ménages et de l'inflation. Le G7 Finance qui se réunit aujourd'hui, qui parle potentiellement d'utiliser les stocks stratégiques. Qu'est-ce que c'est déjà ? Comment on explique ça simplement et est-ce que ça peut marcher ? Nous avons des stocks qui ne sont pas comptés dans les stocks usuels et qui sont des ressources supplémentaires. Tous les États ont ça. Encore une fois, dans les semaines, c'est 3 mois, non ? C'est supposé être 3 mois. Dans les semaines qui viennent, c'est pas le sujet principal. L'approvisionnement n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est les prix. Ouais. Et c'est ça qu'il faut surveiller, parce que ça, c'est de transmission instantanée. Et c'est bien ça qui est en train de se faire. Et en plus, ça nourrit les anticipations. C'est-à-dire qu'avec un pétrole à plus de $100, il y a beaucoup de projets d'usines qui ne vont pas se faire. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on passe faire son plein d'essence, des prix qui ont augmenté de 5, 10, 20, 30 centimes ou plus. Les distributeurs peut-être ont été un peu rapides. Parce que justement, il y a un risque de hausse abusive de la part
des distributeurs. Mes anciens collègues du ministère des Finances sont sur le pont ce matin pour vérifier que les choses se font comme il convient. Contrôle de 500, c'est ça, 500 contrôles effectués par la répression des fraudes sur 3 jours. Et moi, j'en appelle à la citoyenneté de tous les opérateurs économiques. C'est un temps difficile pour le monde et pour notre pays. Chacun doit être raisonnable et doit être citoyen. Mais il y en a qui en profitent. Ça arrive parfois et c'est pour ça qu'il y a des services de contrôle. Sauf que la répression des fraudes, elle ne peut pas sanctionner derrière. Elle peut observer, elle peut désigner. Roland Lescure a parlé de ce qu'on appelle le name and shame, nommer ceux qui profitent. Et personne n'a envie d'avoir son nom sur les médias en disant ce sont des profiteurs de guerre. Bon, le RN propose, le Rassemblement national, de baisser la TVA sur l'énergie, une proposition d'ailleurs à 17 milliards d'euros. Les filles demandent un blocage des prix, on parle évidemment des prix de l'essence et du gazole. Bonne ou mauvaise solution, et est-ce qu'on en a les moyens ? Alors, on n'en a pas les moyens, alors vous pouvez me dire, mais c'est une période exceptionnelle. Mais vu notre trajectoire budgétaire, d'ailleurs qui est respectée, le 5,4 sera tenu, on sera peut-être un peu mieux en déficit pour 2025, et le gouvernement vise 5% cette année. Je suis certain que le gouvernement fera ce qu'il faut pour tenir cet objectif. Et c'est cela qui a permis une détente sur le taux d'intérêt. Nous sommes repassés au-dessous des taux italiens. Si nous nous éloignons de cette trajectoire, même pour soutenir l'économie, on risque de payer en augmentation des taux d'intérêt ce qu'on aura économisé en soutien à l'économie. J'ai peut-être en revanche un commentaire particulier sur ce point. Pour les personnes qui ont vraiment besoin de gazole ou d'essence pour leur vie quotidienne et nos concitoyens les plus modestes, peut-être faudrait-il réfléchir, si la situation devait durer, à des mesures de soutien, parce que ces personnes-là seraient ciblées. Et c'est ce qu'on n'a pas fait assez au moment du Covid, où les mesures étaient très protectrices pour tout le monde. Là, réfléchir à des mesures ciblées, encore une fois, si la situation perdure, parce qu'il faut aussi garder notre sang-froid, ça fait 10 jours que ça a commencé, voyons chaque journée les développements et vers où ça nous... Mais on n'a plus les moyens de faire un nouveau quoi qu'il en coûte, si jamais, encore une fois, la situation devait s'installer dans la durée. 5% de déficit, c'est 150 milliards de dettes en plus que nous allons rajouter. Et le coût de financement de cette dette supplémentaire dans les 10 prochaines années sera 50 milliards d'euros. C'est presque le budget de la défense. Donc nos marges de manœuvre... Taux d'intérêt qui augmente, taux souverain qui augmente dans tous les pays, fait du choc énergétique. Bien sûr, du fait du choc. Et du fait de l'augmentation des risques. Parce que quand il y a une augmentation des risques, il y a de l'inflation. Il y a une augmentation des taux et il y a moins de croissance. Donc c'est un cocktail qui n'est pas très agréable. Eric Lombard, je vous sens quand même relativement, pas serein, mais en tout cas lucide et pas angoissé plus que ça par ce qu'on vit, qui est quand même assez... le pétrole qui passe de 70 à 120, 50 dollars en une semaine. Je ne sais même pas... Nous sommes dans un monde de choc. Nous sommes dans un monde qui n'est plus régulé. Non, effectivement, mais nous sommes dans un monde nouveau et c'est la raison pour laquelle, d'une part, la France doit remettre de l'ordre dans ses finances publiques et raison pour laquelle aussi l'Europe doit devenir une Europe puissance. On observe aussi beaucoup, malgré le travail du président de la République, que la voix de l'Europe ne pèse pas assez dans les événements en cours et on doit absolument nous organiser pour qu'au-delà de notre force économique, on ait le premier marché au monde, on ait une capacité politique d'intervention, parce que l'Europe est une puissance de paix, mais nos appels à la paix ne sont pas entendus. Oui, après je repense encore une fois à nos industriels qui ont déjà vécu le choc énergétique de 2022 et certains disent que si de nouveau on passait le cap des 100 € le mégawattheure sur le gaz, certains industriels européens fermeraient leur usine pour aller là où c'est moins cher et notamment aux États-Unis. On ne risque pas la crise énergétique de trop après celle de 2022 pour nos industriels européens et français? On craignait que cela se produise après les tarifs, parce que l'objectif du président Trump était de faire venir des industries aux États-Unis. Ça ne fonctionne pas. D'abord parce qu'il y a une instabilité, y compris légale aux États-Unis, qui décourage un peu les investisseurs. Et je rappelle que l'Europe, c'est une zone d'état de droit, d'état stable, et ça, pour les industriels, c'est extrêmement important. Et dans une perspective de long terme, et quand on fait une usine, c'est à long terme, nous aurons en France l'énergie nucléaire décarbonée, souveraine, les énergies renouvelables. Et donc, dans une longue durée, je pense que nous gardons un projet extrêmement attractif. Et comme ces décisions-là sont prises sur le long terme, cette crise au Moyen-Orient, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais elle ne durera pas plus que quelques semaines ou quelques mois, précisément parce qu'elle n'est pas soutenable. Et ce n'est pas sur cette base-là que les décisions de long terme doivent être prises.
Et ça pourrait s'arrêter si Trump décide, ça peut s'arrêter soit si effectivement jour les Américains et au Israéliens lendemain. réussissent à renverser le régime ou le faire reculer sur notamment son programme nucléaire ou sur son programme de missiles balistiques, ou alors si Trump était amené à rétropédaler. Il ne faut pas oublier qu'une des raisons. Pour l'instant, il dit que c'est pas attaques, grand-chose. Il dit cette petite hausse du prix de l'essence, c'est pas. Il y a plusieurs objectifs qui vont un peu varier. Un des objectifs est de réduire la capacité balistique de l'Iran, ça c'est en train d'être fait, de réduire leur capacité nucléaire, c'est en train d'être fait, et de réduire leur capacité d'agression. Ça, de toute façon, c'est fait par les frappes. Le changement de régime, ça me paraît très incertain parce qu'on voit bien que le régime se durcit, et donc la durée, effectivement, dépend du président Trump. Moi, j'ai envie de dire à nouveau, il faut que l'Europe prépare un avenir dans lequel nous devrons être beaucoup plus souverains, beaucoup plus indépendants en matière de défense, en matière d'énergie, et c'est le chemin qui est proposé par la plupart des pays européens. Retour en France avec Lombard, j'ai pensé à vous parce que les députés lancent une commission d'enquête sur l'imposition des plus riches. Non pas parce que vous êtes concerné, mais parce que c'est un sujet sur lequel vous êtes largement exprimé. Notamment, sont visés les 40 000 foyers les plus fortunés et leur contribution, c'est comme ça, c'est l'intitulé de la commission, contribution des plus aisés au financement des services publics. Est-ce que ça ne tourne pas à l'obsession, cette taxation des plus aisés? On a déjà largement débattu de tout ça lors du projet de budget 2026. Ça ne va jamais s'arrêter? C'est une obsession française. Les impôts des plus riches? Non, pas les impôts. Et c'est une obsession qu'il faut comprendre et écouter, qui est une obsession d'équité. Nous sommes dans un monde qui est difficile. Et il est important que nos concitoyens aient la certitude que chacun contribue à hauteur de ses moyens. C'est ce qui est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et pour dire les choses de façon très posée, il y a une incertitude ou une méconnaissance, parce que depuis qu'il n'y a plus l'impôt sur la fortune, on ne connaît pas la fortune précise des plus fortunés. Et il y a l'impôt sur la fortune, mais l'impôt sur la fortune immobilière. Oui, mais pour les personnes fortunées, c'est une petite partie de leur fortune. Et il y a une mesure de la contribution, ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, c'est-à-dire la somme des revenus perçus par les ménages. Mais c'est la même chose, on mélange patrimoine et revenus. On mélange du flux et du stock, là. Oui, parce que ce qui a changé ces dernières années, c'est que des personnes ayant un patrimoine important peuvent piloter leurs revenus. Et ils ont le droit, d'ailleurs. Hein. Ils ont le droit. Et comme les impôts sont basés sur les revenus, ça veut dire que, du coup, ces personnes contribuent assez peu à l'éducation nationale, à la sécurité, à tout ce que fait l'État et la sécurité sociale. Libre à eux de prendre ce dont ils ont besoin ou ce dont ils ont envie. Oui, mais dans ces cas-là, on n'est plus dans l'équité. Ouais. Et dans ces cas-là, il faut peut-être trouver une autre référence pour la contribution, qui est le patrimoine. Et d'ailleurs, je fais bien attention quand je m'exprime en ce qui me concerne. Je parle du patrimoine hors outil de travail et hors investissement productif. C'est vraiment l'épargne. Hors Zucman. Et absolument. Je suis en désaccord avec la proposition de Gabriel Zucman, même si j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et donc, il me semble important de mesurer le sujet. Alors, le Sénat l'a fait, mais uniquement en regardant l'impôt sur la fortune immobilière. Il y a une commission, effectivement, d'enquête de l'Assemblée nationale qui va sans doute poser des questions à Bercy. Et moi, je souhaite que et des économistes et les services de Bercy aient une meilleure approche de cette question. Et puis ensuite, dans le débat public, on verra si l'équité est respectée. Parce que quand on voit des personnes fortunées, souvent, ils nous disent « on paie déjà beaucoup d'impôts ». Et bien, dans ces cas-là, très bien. Et c'est normal de payer beaucoup d'impôts quand on est favorisé par le travail, les réussites, l'héritage, que sais-je. Ou on verra qu'il y a un manque de proportion. Et les études que nous avons aujourd'hui... Bercy parle de 13 000 contribuables. Ça, c'est si on prend l'impôt sur la fortune immobilière. De l'impôt sur la fortune immobilière. Si on ajoute le patrimoine financier, on sera nécessairement dans quelques dizaines de milliers de personnes, de ménages. En France, il y a quelques dizaines de milliers de contribuables ou de ménages qui ne payent pas l'impôt sur le revenu qu'ils devraient payer. Soyons peut-être plus nuancés, dont la contribution à l'impôt est modeste par rapport à leur capacité contributive. Et pourquoi mettre le patrimoine dedans? Parce que le patrimoine, si c'est un patrimoine qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ne vendent pas, pourquoi est-ce qu'il faudrait payer plus d'impôts sur le revenu? Quel est le sujet de notre pays si on prend un peu de recul? 57% du PIB, c'est de la dépense publique. 57% du PIB, et dont presque la moitié, c'est la sécurité sociale. Comment est-ce que nous finançons ces 57% du PIB? Si les revenus du travail n'y suffisent pas, et le problème que nous avons, c'est que ça repose beaucoup trop sur les revenus du travail. Donc, on peut trouver d'autres types de revenus. Il y a peut-être les revenus des retraités, c'est un sujet qui fâche, mais qu'il faut poser. Et ça peut être aussi
les revenus du patrimoine ou même la contribution basée sur le patrimoine, il me semble qu'à un moment de notre De ceux qui ont combien de patrimoine? De ceux qui ont 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard? C'est pour ça qu'il faut poser le débat. Gabriel Zucman dit au-dessus de 100 millions, ce qui fait peu de monde. Les décisions qui ont été prises déjà par 2 gouvernements socialistes dans le passé de mettre l'impôt sur la fortune, c'était sur des seuils beaucoup plus bas, c'était 1 ou 2 millions d'euros, donc un seuil qui n'avait rien à voir. Il me semble que ce débat doit être posé très calmement. Difficile en France, qui soit posé calmement. Voilà, c'est pour ça qu'on a quelques mois avant la présidentielle. Il nous faut plus d'informations. Encore une fois, nous manquons, comme on dit, de data, de données. Et une fois qu'on aura ces données, est-ce que l'équité est respectée? Est-ce que tout le monde peut se dire oui, chacune et chacun contribue? Oui, c'est une passion française, l'équité. Mais ce n'est pas une passion qui est complètement illégitime. Les temps sont assez durs. Nous voulons protéger notre modèle social. Enfin, personne ne veut remettre en cause la sécurité sociale, le fait que quand on a une maladie grave, on est soigné gratuitement, et c'est tant mieux, que les retraites sont payées. Elles sont même un peu plus confortables qu'ailleurs en Europe. Mais la recherche d'équité me paraît nécessaire. En tout cas, je note que vous aviez raison à propos des dizaines de milliers de contribuables fortunés qui ne payent pas suffisamment. C'était d'impôt sur le revenu, ça que vous aviez dit à l'époque? Parce que le gouvernement a dit non, ce n'est pas les bons chiffres. Au final, Bercy a dit 13 000 et c'est peut-être même plus. Encore une fois, il faut regarder. C'est confusant pour ceux qui nous regardent. Je veux dire qu'on ne sait pas, on ne peut pas dire aujourd'hui. Je le sais, d'où la nécessité de travailler sur des bases irréfutables, soit d'économistes, soit du ministère des Finances, de façon à ce qu'encore une fois, nous ayons les données et que le débat soit conduit sereinement et non pas dans les fantasmes. Et après, ce n'est pas ça non plus qui va réduire le déficit de 150 milliards d'euros de la France, c'est pas là-dessus. Ça n'aura aucun impact sur le déficit. Non, mais c'est bien de le dire. Mais l'équité, c'est très important. C'est une question de principe. Et puis, incidemment, si on peut trouver 1 ou 2 ou 3 milliards de plus pour le financement de l'État, comme on a besoin au total chaque année de ces 1700 milliards, c'est pas non plus... Mais l'idée d'équité pour faire nation, nous sommes dans un temps difficile et ce temps difficile va durer. Le temps des guerres n'est pas terminé. Il y a une guerre en Ukraine, on n'en parle pas depuis, mais enfin, la guerre en Ukraine, ça fait plus de 4 ans qu'elle est là. Il y a des risques un peu partout sur la planète. Donc faire nation, c'est la recherche de l'équité. Merci à vous. Merci pour cet entretien avec vous, Éric Lombard, ancien ministre de l'économie. Merci à vous. Invité de la grande interview en direct, également en replay sur Boursorama. Merci et à bientôt. À bientôt.